Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce 7e webinaire d'OPO. Le sujet aujourd'hui tournera autour de GreenOps et de la transformation des industriels vers une industrie plus positive. J'aurai le plaisir d'animer ce webinaire en compagnie de Robin Sellard, qui est chef de projet chez OPO, et Alban Bitz, directeur associé chez Sofies, donc notre partenaire sur les problématiques de développement durable. Bonjour. Donc bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, voilà, c'est le 7e webinaire d'une série qu'on a initiée le 15 avril pour initier le rebond industriel. Donc tout ce qui est environnement durable, bien sûr, personne n'a attendu le rebond pour en parler. Là, l'idée, c'est de voir comment trouver une approche qui puisse permettre d'accélérer la transition écologique de l'industrie et de voir aussi comment la crise peut influer ou pas sur cette transformation-là. Voilà, donc c'est l'avant-dernier webinaire avant l'été, puisque le dernier aura lieu le 15 juillet sur la planification agile. Donc comme d'habitude, en gros une quarantaine de minutes de présentation, il y aura une vingtaine de minutes de questions on aura des micro-stops tout au long de la présentation pour que vous puissiez poser vos questions au fil de l'eau. N'hésitez pas à alimenter à droite sur votre écran, donc il y a un chat où vous pouvez réagir au fil de l'eau, et il y a un autre onglet qui est un onglet questions où Robin, Alban et moi, au fil de l'eau, on pourra tenter de répondre, et à certains moments, on répondra plutôt en live sur des questions que Robin aura sélectionnées. Voilà, 3 parties. Déjà, poser un peu le contexte et les enjeux sur la problématique de la crise environnementale et de l'industrie, et que peut faire l'industrie dans ce contexte-là. Une deuxième approche sur les approches et leviers que peuvent mettre en place les industriels pour faire face à ces enjeux. Et une dernière partie sur la mise en œuvre et partager avec vous des facteurs d'accélération que nous, on relève dans nos différentes expériences sur ces problématiques d'industrie et d'environnement. Alors, tout d'abord, pour introduire le sujet, de manière empirique, en fait, nous, on classe les industriels selon 4 postures par rapport aux enjeux environnementaux. Et ces postures, en fait, elles correspondent à 2 modèles industriels très distincts. Les 4 postures, c'est ce que vous avez en haut, et ce qui est tourné autour de l'intention des industriels. En dessous, vous avez les modèles industriels qui sont soit linéaires, soit circulaires. Et en troisième ligne, on l'a tourné autour de quel est l'impact finalement de ces postures et modèles industriels sur l'environnement en termes de climat, de ressources et de biodiversité. Alors les 4 postures que nous, on observe, on a d'abord les greenwashers, il faut quand même, on n'en parlera pas beaucoup parce que ce n'est pas les plus intéressants, mais il faut quand même en parler, qui sont, alors eux, font visible et ils communiquent sur ce qu'ils font. Par contre, on ne sait pas trop quel est leur modèle industriel, s'ils sont vraiment linéaires, vraiment circulaires. Et a priori, ils ont un impact qui est ce qu'il est, mais qui est négatif sur l'environnement en termes de climat, ressources, biodiversité. Ensuite, on a les conformes. Les conformes, sont ceux qui suivent la réglementation. Mais ils ne font pas plus que la réglementation, par contre. Donc, tant qu'on n'est pas obligé, on ne fera pas plus que ce que nous demande la réglementation sur les enjeux environnementaux. Donc là, vous êtes sur un modèle qui est linéaire, c'est ce que représente la flèche. Un modèle linéaire, c'est le modèle classique où, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, on va extraire, produire, vendre et ensuite jeter ou recycler avec une performance du recyclage aujourd'hui. On peut voir sur la petite boucle de circularité en fait, au bout de la flèche, qui ne permet pas réellement d'avoir un découplage entre croissance et consommation de ressources et qui ne permet pas non plus d'atteindre les enjeux en termes de décarbonation de l'industrie. Donc là, c'est un peu une référence, on a mis 2 mois en termes d'impact, c'est dans l'absolu, ça donne un point de référence. Le troisième, c'est les pragmatiques. Alors les pragmatiques, ils voient l'environnement comme une des opportunités pour réduire les coûts. C'est-à-dire que ce n'est pas au cœur de leur business model, ce n'est pas au cœur de leur intention. Par contre, ils font des actions qui peuvent être assez multiples sur l'amont des flux, sur le cœur d'usine et sur la fin de flux avec la circularité. Mais globalement, ils restent dans un modèle qui reste linéaire en termes de business model, de conception ou de modèle industriel. Donc, ils ont un impact qui est moins négatif que les conformes, mais ils sont quand même dans une idée de réduire leur impact.
et pas de changer de perspective en termes d'impact. Le quatrième posture, c'est ce qu'on appelle nous les visionnaires. Donc les visionnaires en fait, c'est des pragmatiques, mais avec une visée systémique. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ce sont des industriels qui regardent plutôt à 30 ans. Donc ils disent, voilà, à 2050, voilà les enjeux qu'on a d'un point de vue systémique, donc, et en termes de business, mais aussi en termes d'impact sur l'environnement au sens large. Et on comprend que le changement, on doit l'amorcer dès maintenant et que c'est un changement qui doit être systémique. Et donc, c'est des entreprises qui, progressivement, vont transformer leur modèle vers un modèle qui est circulaire. Ou alors, ce sont des entreprises qui se créent maintenant et qui partent directement sur un modèle circulaire, sans passer par un modèle linéaire. Et en cible, c'est des entreprises qui cherchent la neutralité, donc c'est le sujet égal, mais pourquoi pas aussi d'être positives sur l'environnement, sur tous les aspects sur lesquels ils peuvent l'être. Et donc, il y a une citation de McDonough et Braungart, qui sont des auteurs autour de éco-design et un livre qui s'appelle Cradle to Cradle, on en reparlera un peu plus tard, qui dit qu'en fait, la question n'est pas d'avoir une empreinte écologique moins négative, mais d'avoir un impact positif, parce que c'est possible de le faire sur plein d'aspects. Donc, autant l'avoir en cible et en visée. Donc, voilà en termes d'introduction sur les quatre postures. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait par rapport à ces industriels? C'est que sous l'effet de la demande et de la réglementation, il y a un engagement concret des industriels qui est observé. Donc les industriels sont en mouvement aujourd'hui. Par contre, ce mouvement-là, il demande à accélérer. Alors, on va vous expliquer pourquoi. À gauche, vous avez l'évolution des postures industrielles. Alors, c'est une analyse, nous, qu'on fait de façon empirique et qu'on confirme, en fait, avec les différents industriels qu'on rencontre, avec la proportion des industriels qui sont engagés dans l'environnement et qui sont progressivement de plus en plus engagés sous l'effet de la demande et de la régulation. Donc, vous avez la courbe rouge, qui est en fait la proportion des différentes postures sur les années 90-2010, et en courbe jaune, ces mêmes postures, comment elles évoluent en termes de répartition des industriels sur la dernière décennie. Donc, ce que nous, on constate, c'est que on voit que les greenwashers, qui étaient peut-être majoritaires en fait, dans les années 90, le sont moins à cause des bad buzz, à cause de l'Internet, à cause de toute la pression qu'il y a sur le fait qu'on ne peut plus communiquer comme on veut sur le green. Les conformes, l'entreprise de base devait être conforme, donc il n'y a pas un énorme mouvement, si ce n'est que de plus en plus d'entreprises qui s'engagent de façon beaucoup plus active dans tout ce qui est conformité. Ce qui a beaucoup changé, c'est les pragmatiques. Donc il y a beaucoup plus de pragmatiques, donc des entreprises qui embrassent en fait les sujets d'économie d'énergie, d'économie de ressources, de créer de la circularité sur des boucles de leur flux, parce que il y a un avantage environnemental qui est là, mais il y a aussi un avantage économique. Par contre, les visionnaires, eux, il y en a peut-être plus, mais ils restent quand même aujourd'hui minoritaires. Et quand on regarde en fait l'effet qu'a ce système-là, ce mix en fait d'industriels, qui est globalement très très largement dans un modèle qui reste linéaire, en fait, on a la résultante environnementale qui est décrite à droite. Donc là, si on regarde un peu une synthèse des différents éléments qu'on trouve dans le GIEC, dans le BPES, etc., vous avez en 2020, en fait, l'industrie qui représente environ 40% des gaz à effet de serre quand on inclut l'industrie manufacturière et énergétique. L'impact à 2050, c'est qu'on va vers plus 3 degrés, avec une population qui va faire 22% d'habitants en plus, donc 2 milliards d'habitants en plus, et des projections qui ciblent qu'on va perdre 40% de la biodiversité. Le plus 3 degrés et la crise climatique et environnementale qui risque d'avoir, si on reste business as usual, c'est-à-dire avec une croissance infinie, c'est estimé à de l'ordre d'un 1 à 6% du PIB. Quand on voit un arrêt d'économie qu'on a pu avoir sur les derniers mois à cause du coronavirus, qui est quand même un impact, une crise qui est liée à la perte de biodiversité, on peut comprendre que ces chiffres ne sont pas du tout fantaisistes, quoi. Et si on continue, pareil, sur un scénario business as usual à 2100, on est sur plus 4,8 degrés, d'après le GIEC, et plus 1 mètre en moyenne d'élévation des océans, sachant qu'il y a à peu près la moitié des grandes villes dans le monde qui sont au bord de la mer, donc qui vont engendrer aussi un certain nombre de crises derrière. Et le plus 5 degrés en 100 ans, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu dans l'humanité. Déjà en termes d'amplitude, donc de faire plus ou moins 5, personne ni aucun être vivant ou quoi que ce soit ne l'a vécu aussi rapidement.
Donc, on est incapable de prédire à ce stade les effets que ça aura, si ce n'est que ça va être assez violent. Et l'autre chose qui n'a jamais été vue, c'est le plus 5. On a déjà connu du moins 5, mais pas du plus 5. Donc, c'est une situation qui est très inconnue et qui est de toute façon pas viable. Du coup, c'est ce qui nous fait dire, nous, que l'industrie, pour nous, c'est une start-up. C'est dans le sens où le modèle linéaire qu'elle adopte aujourd'hui n'est pas scalable dans le sens start-up. C'est-à-dire qu'on peut pas, il ne pourra pas soutenir en fait l'augmentation de la population, ce système-là. Et il n'est pas répétable dans le sens où les pays qui sont en voie de développement aujourd'hui, si elles prennent ce système linéaire-là, ça ne fera qu'aggraver en fait la situation. Donc du coup, il y a besoin de changer de modèle. Et il y a besoin d'accélérer pour changer de modèle. C'est le message qu'on souhaitait porter avec cette page. Alors aujourd'hui, si on regarde les industriels, les industriels, on a dit qu'ils sont actifs, mais les visionnaires aussi sont actifs. Donc il y a plusieurs entreprises qui aujourd'hui ont compris ces éléments-là de façon assez profonde, qui ont compris l'impact que ça aura sur leur entreprise et sur la vocation de leur entreprise. Et donc il y a un certain nombre d'entreprises qui commencent à changer de modèle, avec la conviction en fait que l'entreprise peut être au cœur des solutions de la crise environnementale. Donc on peut toujours bâcher l'industrie comme on veut, n'empêche que l'industrie, comme elle porte 40% des gaz à effet de serre, c'est aussi une énorme chance d'avoir ce poids-là, parce que si l'industrie se transforme, l'industrie est capable de changer une grande partie de la donne, quoi. Et donc, si on prend les visionnaires qui se mettent sur cette trajectoire-là aujourd'hui, si on regarde un petit peu en termes d'engagement, il y a un engagement autour de l'intention et de l'impact. Donc, c'est les trois colonnes, un peu pour résumer. C'est des visionnaires qui ont une vision systémique, c'est-à-dire qu'ils cherchent à avoir dans leur cœur de mission pas que le profit, mais aussi le fameux 3P, profil, people, planète, compatible avec les enjeux du coût de la planète. Donc là, j'ai mis quelques citations de dirigeants. Je n'ai pas voulu mettre les entreprises parce que souvent, on dit toujours que c'est du greenwashing, mais les citations, en tout cas, sont assez marquantes en tout cas dans le changement de vocation ou d'intention qu'un certain nombre d'entreprises ont aujourd'hui. Donc, avec notamment la notion que l'entreprise du XXIe siècle sera politique dans le sens où elle a la responsabilité, bien sûr, d'être performante, mais aussi d'être positive pour la société et l'environnement. Donc l'entreprise a toujours été politique, il y a toujours eu, avec le changement des industriels ou l'offre des industriels, un changement de société qui a pu avoir, soit en termes de démocratie, soit en termes de consommation. Et ben, si ça a apporté un système linéaire qui a apporté ce 40% de gaz à effet de serre, ben, l'entreprise peut encore changer le monde et avoir ce rôle politique pour aller dans un autre sens. Ça, c'est une des premières convictions fortes. Le deuxième, c'est d'avoir un engagement qui soit chiffré. Parce que c'est bien de déclarer, mais il faut s'engager, avoir un engagement qui soit chiffré sur l'ensemble de la chaîne de valeur et pas que sur son usine. Ça, on en parlera tout à l'heure. Donc l'idée, c'est bien d'être systémique aussi dans son engagement, que ce soit sur de l'énergie propre et de la neutralité carbone sans compensation financière, mais aussi on parle souvent de ça, mais aussi sur les produits, puisqu'il y a un énorme enjeu en termes de ressources de consommation de matières premières et d'impact sur la biodiversité. Donc, en gros, si demain vous avez des tractopelles à l'énergie renouvelable qui déforestent, on sera neutre en carbone, mais on n'aura pas solutionné le problème. Et le troisième élément très, très marquant, c'est que c'est des entreprises qui ont un leadership positif très marqué, voire un leadership qui est activiste. Car ce basculement-là, cette bascule-là demande de réinventer les modèles et d'influer sur la demande et la réglementation pour pouvoir imposer de nouveaux standards industriels. Et le chemin que prennent ces entreprises, quand on entend ces dirigeants-là, déjà, il y a le fait de poser un objectif à 30 ans qu'on pense atteignable, mais on ne sait pas comment on y va encore. Donc, il y a un vrai management par la vision, un peu comme une start-up. Donc, il n'y a pas un cahier des charges qu'on va délivrer dans les 30 ans. Il y a une notion d'y aller par étapes, d'innovation, de faire ce qu'on peut maintenant et de libérer l'innovation pour aller vers un but qui doit fonder sur un principe de positivité. Des marques qui gagneront demain seront des marques qui seront activistes parce qu'il faudra changer probablement la demande des réglementations pour pouvoir changer de modèle. Et c'est aussi des entreprises où il y a un système pyramidal qui est centralisé, qui va devenir obsolète parce qu'il faudra libérer l'innovation et l'action plutôt au niveau local et libérer l'énergie au niveau des équipes. Donc voilà à peu près pour décrire un peu ce que c'est qu'un visionnaire. La problématique des visionnaires aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas encore d'impact forcément positif ou global, ou ils ne sont pas au bout de leur chemin. Donc il y a toujours une communication décalée entre leur intention et là où ils en sont vraiment, ce qui peut donner un effet greenwashing. Et l'enjeu, c'est d'arriver à décrypter en fonction notamment grâce aux engagements qui sont chiffrés et au reporting qui sont faits, de mesurer effectivement la sincérité et puis
la réelle trajectoire que sont en train de prendre ces entreprises. Alban, toi, tu souhaitais aussi réagir parce qu'il y a des systèmes en fait qui permettent d'inclure ça en fait dans des modèles qui commencent à se dessiner comme Bicorp par exemple. Oui, alors effectivement, je pense que d'ailleurs c'est assez précis dans la loi française, c'est la loi Pacte qui a été mis en avant en mai de l'année passée, hein, mai 2019, donc qui vise à ce qu'on appelle une entreprise à mission. Donc, une entreprise qui intègre dans ses statuts sa mission environnementale et sociale. Et pour ça, la loi Pacte a été intégrée après, je dirais, il y a une dizaine d'années où les big corporations aux États-Unis ont commencé à fleurir. On a aussi ça en Italie. Donc, les Big Corporations, c'est la certification Big Corp qui demande d'une modification des statuts de l'entreprise où on intègre donc la mission d'avoir un impact positif. Et dans ce cadre-là, les visionnaires, on peut citer certaines entreprises. En l'occurrence, Danone a annoncé qu'ils allaient changer les statuts et c'est la première entreprise cotée en bourse en France qui va changer ses statuts normalement à la fin de ce mois vers la définition d'une entreprise à mission. Et on a quelques exemples dans le monde. Je pense à Patagonia, à Ben & Jerry's ou d'autres entreprises qui ont modifié leur statut. Nous-mêmes, chez Sophies, on est maintenant Bicorp et on a effectivement changé ces statuts, ce qui a pour effet que malgré les changements de direction ou d'orientation, c'est inscrit dans les statuts est très difficile à changer puisque c'est 2/3 des actionnaires qui peuvent après modifier ces statuts. Donc, c'est quelque chose de très fort et qui va de plus en plus être présent dans les entreprises industrielles. Et ce qui est corollaire à cette démarche-là, c'est qu'il y a des organismes en fait, indépendants qui viennent aussi évaluer ces entreprises-là et qui peuvent donner du coup une garantie en fait, de rythme et de cohérence entre vision, déclaration et réalisation. Alors, le changement de modèle aujourd'hui, la question c'est que tous ces éléments-là, on les connaît depuis longtemps, enfin, l'écologie industrielle, le climat, on sait depuis les années 70 déjà depuis longtemps que c'est pas tenable et pourtant ça bouge à une vitesse qui est pas forcément la bonne. Ce qui se passe aujourd'hui ou depuis ces 2 dernières années, indépendamment du Covid, c'est que il y a le changement de modèle, en fait, il devient de plus en plus obligatoire ou nécessaire. Donc, nous, on parle de double nécessité qui est contraignante, mais c'est aussi une formidable opportunité pour les industriels de se réinventer. Les deux nécessités, la première, c'est une nécessité d'être plus résilient et plus compétitif pour les industriels. La deuxième, elle a plutôt attrait à l'environnement et besoin d'être une nécessité d'être beaucoup plus engagée. Sur le côté résilient et compétitif, ce qu'on se constate, c'est qu'il y a quatre éléments en fait qui poussent les entreprises à se transformer. Déjà, il y a une pression sur les coûts des matières premières, liée d'une part au fait que 70% des terres rares, par exemple, sont maîtrisés par la Chine, et que dans les terres rares, il y a beaucoup du développement digital qui est une des clés en fait aujourd'hui de regain de compétitivité dans les circonstances de 4.0. Donc du coup, on est à risque sur cet élément-là. Il y a aussi une forte volatilité des prix, et avec des études qui montraient il y a quelques années que l'augmentation des coûts des matières premières était plus importante que l'augmentation du PIB. Donc plus on va vers une croissance à 3% infinie, plus les matières vont devenir goulot et critiques dans le processus et feront que le système impacteront les prix de revient et ça ne fonctionnera plus. Le deuxième, c'est la fragilité des supply chains qui a été fortement éprouvée durant la crise du Covid et avec notamment en France, des enquêtes qui montraient que il y a moins de la moitié des industriels qui connaissent finalement l'ensemble de la chaîne en termes d'approvisionnement, par exemple. Donc, il y a une vraie fragilité et un vrai besoin de renforcer les supply chains qui revient, on va le revoir, vers des supply chains plus distribuées, plus agiles, plus résilientes. Le troisième, c'est l'hybridation produits-services, parce que une de nos convictions, c'est que dans 10 ans, 100% des business models auront changé et que c'est aussi l'opportunité de changer de business model d'un point de vue d'intégrer l'environnement dans les business models. Donc là, on discutait avec un investisseur au dernier webinaire qui disait que les industriels qui ne mettent pas l'environnement au cœur de leur business model, ils seront perdants demain. Et que même dans les
les fonds d'investissement, la prise en compte de l'environnement va fortement, donc sur des plans de décarbonation, sur la circularité et autres, va fortement être des critères assez forts en fait d'investissement dans les PME et ETI françaises. Et le dernier point sur ces éléments, c'est la disruption chinoise, qui est avec le paradoxe chinois où la Chine est à la fois le pays le plus pollueur, mais c'est le pays qui investit le plus dans tout ce qui est green tech et green business, quoi. Donc en fait, ne pas bouger sur ces éléments-là, c'est bien d'aller vers la tech, mais pas d'aller vers le green, ça fonctionnera pas en termes de business model. Et le dernier, c'est la disruption politique. Donc merci Alban pour le terme. C'est le fait qu'en fait, il y a une accélération en fait de potentielles ruptures technologiques, qui viennent en fait des institutions de la réglementation. Donc par exemple, l'électrique versus la voiture à essence, c'est le zéro plastique à usage unique. Donc ces éléments-là viennent complètement refondre des chaînes de valeur et permet l'émergence de nouveaux players pour créer de la nouvelle valeur, mais demande aussi aux industries traditionnelles de se transformer profondément. Donc ça, c'est une obligation pour tous les industriels, quelle que soit la taille, que ce soit un groupe, une PME ou une ETI. À droite, sur le côté plus engagé, c'est l'effet environnement. C'est-à-dire qu'on a les premiers impacts du climat qui sont ressentis entre la génération climat, pas de planète B, le fait que plus ça va, plus on entend le fait que l'environnement, c'est comme la qualité, dans 10 ans, on ne parlera plus du prix. Et le deuxième point, c'est de redevenir inspirationnel pour toute une génération. Donc ces éléments-là, si on a une PME ou une ETI, on peut embrasser ces sujets-là par vocation. C'est pas non plus une obligation en termes de business. Par contre, quand on est un groupe, il y a une telle logique de marque et une telle logique de reporting sur les pratiques industrielles et c'est ce qu'on sent, les groupes sont obligés aujourd'hui de s'engager pour la planète en étant sincères. Sinon, c'est des groupes qui en termes et de business model et d'attractivité, ne fonctionneront pas. Et le fait que les groupes changent va inclure une transformation des chaînes de valeur en termes de PMI, de fournisseurs, de PME et ETI qui sont fournisseurs de ces groupes. Donc finalement, les PME et ETI indirectement, si elles n'ont pas la vocation d'y aller, via les cahiers des charges ou les spécifications qui sont demandées par les groupes, seront amenées progressivement à y venir. Alors, où en sont les PME et ETI sur ces sujets-là? Alors, nous, quand on rencontre des PME ou ETI, il n'y en a aucune qui nous disent l'environnement, c'est pas notre sujet, quoi. Elles ont envie d'y aller. Le problème, c'est quand on regarde, c'est qu'il y a moins de 20, c'est une étude de BPI France sur une enquête RSE de juin 2017, qui disait que 20% des PME ETI arrivent aujourd'hui à agir sur la conception et leur empreinte carbone. Or, donc c'est peu, il y en a moins de 20%. Or, ces deux leviers-là, c'est ce qui permet de réduire, ou c'est ce qui impacte à 80% l'environnement. Donc, il y a des difficultés pour les PME ETI à appliquer les leviers qui ont réellement un impact fort sur l'environnement. Donc, si on regarde le graphe du bas, on voit qu'il y a 82% des entreprises qui avaient été sondées à l'époque qui travaillent sur le tri et la valo, 70% qui sont sur la qualité et la sécurité, 50% qui font de l'économie en eau et énergie. Donc là, on retrouve les pragmatiques qui sont dans une logique d'efficience énergétique. Par contre, sur des leviers de fonds qui vont transformer le produit, le business model, et qui vont transformer l'empreinte carbone, c'est-à-dire qui vont sortir de l'usine pour traiter l'amont et l'aval, on est autour de 22 et 16%. Et les freins qui sont rencontrés aujourd'hui, c'est que déjà, on a des entreprises qui changent par rapport à la réglementation, mais il y a en gros des entreprises qui ne le font pas. Du coup, ils disent, ouais, mais nous, on a changé, on a travaillé notre impact par rapport à la réglementation, mais les autres ne le font pas, donc finalement, on est plus cher et ce n'est pas équitable. Il y a des entreprises qui disent, mais passer au circulaire, c'est l'inconnu, ça demande de tout changer et on ne sait pas comment faire. Et pour une PME, c'est très risqué. Donc, quelle approche? Comment y aller? Il y a un prix du carbone aujourd'hui qui est trop bas pour certains investir pour investir dans le renouvelable, ce qui fait que l'empreinte carbone, elle est traitée qu'en partie. Il y a un problème de circularité des ressources où ça coûte moins cher de sourcer de nouvelles matières premières que d'en employer ou d'utiliser des matières premières dites secondaires. Et après, il y a des entreprises on est quand même sur des infrastructures industrielles ou des plateformes techniques produits qui sont conçues pour 5 ou 10 ans. Donc, quand on veut changer de modèle, on est sur un mammouth qui dure 5 à 10 ans et, en termes d'investissement, et on ne peut pas changer comme ça très simplement. Donc, il y a beaucoup de freins en fait, qui touchent les entreprises.
ça, c'est le cœur des entreprises. Après, les entreprises, il faut qu'elles arrivent à traiter ces sujets-là. Et le deuxième sujet, c'est que la transformation écologique, c'est pas que l'industrie qui peut le faire, même si elle peut être grandement actrice de ce changement-là. Il faut en fait l'implication et le renouveau de tout le territoire. Donc, que ce soit les institutions qui se doivent d'être innovantes en termes de small business stack locaux et durables, parce que c'est ça qui peut créer des supply chain résilientes, c'est aussi une commande publique qui joue cette résilience-là. Est-ce qu'on aura une vraie relance verte et locale qui sera faite dans les prochains 6 à 12 prochains mois, pardon. Et ensuite, il y a l'évolution de la demande qui doit aller d'une notion de consommation, donc j'achète et après je jette ou je donne, à je viens dans une notion d'usage où finalement la propriété de l'objet ne m'intéresse pas, c'est plus l'usage et la fonctionnalité qui m'intéressent. Ça, plus la sobriété, le souci de prendre des produits décarbonés, il y a une évolution de la demande qui peut en fait jouer sur ce cercle d'une entreprise circulaire. Et l'entreprise où chacun d'entre nous, et pour la demande, nous, quand on rentre, on peut être consommé bio à la maison, et quand on va dans l'entreprise, on peut aussi tenter d'avoir une influence sur l'équipe dirigeante pour changer de modèle. Donc ça, c'est à chacun d'entre nous d'avoir cet engagement-là aussi, ou de tenter de l'avoir pour transformer nos propres organisations. Ça peut être un facteur d'accélération. Et au niveau des institutions, c'est l'équipe dirigeante ou l'entreprise qui peut essayer d'influencer sur la demande et la réglementation pour accélérer le côté innovant des institutions. Et après, quel sera l'impact de la crise sur cette transformation? Est-ce qu'on aura un vrai Green Deal? Pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce qu'on aura des investissements industriels qui vont permettre de faire la transformation, sachant qu'on va rentrer dans une crise où on cible plutôt une baisse des investissements industriels? Donc ça peut être un facteur de ralentissement. Est-ce qu'on aura une réelle évolution de la demande avec notamment la baisse du pouvoir d'achat qui pourrait être liée aux faillites d'entreprises qui sont estimées à 20% pour fin 2021 par la COFAS, par exemple. Donc, donc la crise est à la fois une opportunité de faire ça, de faire la révolution, mais ça peut être aussi un vrai frein à bien des égards. Voilà, en dernière page de contexte, donc l'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter maintenant l'approche qu'on appelle GreenOps. GreenOps, c'est l'approche qui permettrait de lever les freins et accélérer la transformation des industriels vers cette industrie plus positive. Donc, on a représenté les conformes, les pragmatiques, on a remis les institutionnels et les citoyens qui sont aussi acteurs de cette transformation-là. Et les marches, il y a des marches en fait pour devenir pragmatique, il y a des marches pour devenir visionnaire. C'est des CAPEX, la renta, l'expertise, etc. Et GreenOps, c'est d'avoir une approche systémique qui permet de faire cette transition-là et d'aller vers une économie plus circulaire et qui découple les ressources, qui soient propres en énergie et qui permettent de mieux adresser les enjeux en termes de crise environnementale. Voilà pour l'introduction. Voilà. Peut-être, Robin, je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles on peut... Il y a quelques questions, mais je pense qu'on y a répondu à travers les réponses du chat, ou alors là, il y a une question qui vient de tomber sur la partie économie de la fonctionnalité, mais c'est un sujet que tu vas aborder dans la suite, donc je pense qu'on peut passer à la suite et ça va répondre, en tout cas pour les questions qui ont déjà été posées à date. Donc, c'est bon. Ok. Je réagis peut-être juste sur l'histoire de la biodiversité. En fait, je crois que c'était... Marie-Graal, en fait, moi je base ça sur la notion de zoonoses en fait, qui sont liées à la déforestation et nos modes de consommation, qui favorisent en fait la transmission de virus entre animaux et humains, qui est une des hypothèses en fait forte du Covid, quoi, à part si c'est les Chinois qui l'ont déployé. Mais en tout cas, nos modes de consommation, du coup, de la façon dont on considère les ressources comme des consommables, favorise en fait ce genre d'éléments. Donc potentiellement, cette crise du Covid qu'on a aujourd'hui, elle est résultante de nos modes en fait de nos modes de vie aujourd'hui. Donc c'est ce que je voulais exprimer tout à l'heure. Alors du coup, on passe à l'approche et au levier. Alors, GreenOps, en fait, c'est une tentative d'approche systémique de transformation industrielle. Donc, ça veut dire qu'on ne cherche pas à parler de comment transformer la demande, la décroissance ou comment on va travailler sur le niveau institutionnel. On est vraiment on est dans l'entreprise. Et donc, l'approche systémique, on l'a basée sur cette dimension qui est organisée en 3 cercles. On va passer un peu de temps sur cette page-là, puis après, on décrira. Il y a un premier cercle qui est au centre, c'est d'avoir l'intention et l'impact comme fondement. Donc, ça, c'était
tout ce qu'on a pu vous dire en démarrage de webinaire, mais chercher un impact systémique, donc qui prenne bien en compte l'ensemble de la chaîne de valeur et l'ensemble des éléments liés au climat, qui soit cohérent aussi dans les moyens et le rythme de mise en œuvre. Ça ne sert à rien de déclarer si on fait ça dans 100 ans. D'avoir une vraie mesure et une démonstration de cet impact-là, et c'est ce qui différencie en fait les greenwashers des visionnaires, et d'avoir un leadership et une énergie engagée pour changer les chaînes de valeur de la réglementation, mais aussi la réglementation et la demande. Donc il y a un côté transgressif et activiste aussi à avoir pour essayer de faire émerger de nouveaux modèles et de nouveaux standards industriels. Donc ça, c'est clé, c'est ce qui va, plus on a un impact, une intention, un impact qui est basé sur des principes positifs et forts, et plus potentiellement, l'entreprise aura un impact positif et fort. Si on veut juste réduire nos coûts, à la fin, on réduira juste nos coûts. Le cercle 2, c'est c'est ce qui est en gris, c'est d'avoir un design systémique qui soit circulaire, et qui ait 3 composantes, donc la conception, les business models et le modèle industriel. Ces 3 composantes sont très liées, c'est-à-dire que faut pouvoir faire de l'éco-design sur le produit et créer de la valeur, aller vers un produit qui permet de faire la durabilité, de la démontabilité, voire qui crée de l'usage. Des business models, ça c'est fortement lié à son business model parce que concevoir son produit avec la régénération derrière par rapport à des déchets ou du serviciel, c'est complètement lié à ce qu'on est capable de vendre parce que et donc créer son business model, ça va être fortement lié à la création du produit. Et par rapport à l'économie de la fonctionnalité, effectivement, tout ce qui va être l'hybridation produit-service permet d'avoir des business models plus circulaires, puisqu'on n'est plus dans vendre un produit, mais donner l'usage d'un produit, et ce qui permet une moindre consommation de matière et un découplage en fait des ressources et de la matière. La conception va aussi permettre de réfléchir à des procédés qui soient moins gourmands en ressources et qui utilisent des énergies renouvelables. Donc, une fois qu'on a son produit et son business model, il y a comment on exécute son modèle industriel et comment on adapte son modèle industriel. Et donc là, c'est comment on va chercher la résilience, comment on va chercher des chaînes de valeur qui soient plus courtes pour réduire l'impact et l'empreinte environnementale. Distribuer, c'est-à-dire qu'on va essayer de créer de la valeur au plus proche des clients. Donc, c'est pas tout d'avoir une méga usine qui fait des produits bio et qui sert toute la terre. C'est plus intéressant d'avoir des entreprises distribuées avec des chaînes de valeur beaucoup plus courtes qui s'appuient sur des ressources locales. Donc ça, c'est une notion de supply chain et d'empreinte. Et il y a une notion aussi en termes de process et de fabrication, d'être sur des énergies propres. Et donc d'aller vers la décarbonation dans le modèle industriel. Et ça, c'est fortement lié au business model, puisqu'on va intégrer, ça aura des notions de rentabilité, de comment on vend, c'est intégré aussi et lié aussi à la conception de produits. Donc tout ça, c'est une approche c'est pour ça qu'on appelle c'est une approche systémique, c'est que les 3 sont liés. Une fois qu'on a ce système-là, il y a le 3e cercle, donc qui sont les flèches autour. Et ça, c'est des cercles d'accélérateurs de changement d'échelle. Parce que c'est super d'avoir une entreprise circulaire qui est positive. Maintenant, si on touche une trentaine de personnes ou un village, c'est moins puissant pour la planète que d'avoir un modèle qui puisse être globalisé, quoi. Et donc, ce passage à l'échelle, cet SMH, le scale-up, on l'appelle comme on veut, il est basé sur 3 points pour nous. Le premier, déjà, c'est une agilité d'exécution de la transformation. C'est-à-dire que les entreprises qui rentrent dans ces domaines-là, dans cette démarche-là, elles s'engagent dans un mode de processus de transformation qui devient finalement permanent. C'est plus une transfo qu'on fait sur 3 ans, c'est une transformation qui va durer des années. Et donc, du coup, l'organisation doit intégrer cette capacité de transformation en désilotant les fonctions, en adaptant le pilotage de performance et en essaimant les nouveaux standards industriels et sociétaux. Le deuxième, c'est l'ancrage territorial et c'est l'écosystème. Sous 2 points, un ancrage territorial, on en a parlé sur le terme des ressources, de métiers, de filières, mais aussi comment on développe un écosystème qui sera levier pour passer à l'échelle en s'adossant à des institutionnels, en travaillant avec des chercheurs, en coopérant avec des startups, avec des industriels de toute taille. Donc tout seul, l'entreprise ne pourra pas y arriver, ça c'est clair. Et donc le levier écosystème est fondamental. On pourrait regarder le témoignage de Symbio semaine dernière sur l'hydrogène, qui s'adosse à la fois à la région, qui s'adosse à la métropole de Lyon, à Michelin et Forestia pour investir, mais aussi qui s'adosse aussi aux ressources du Rhône pour créer de l'hydrogène vert. Donc, et c'est ça qui permettra demain à l'entreprise, plus son agilité, à devenir un des leaders de l'hydrogène. Et le dernier, c'est les technologies. Donc, comment mettre l'apport du 4.0 pas que au profit de la compétitivité ou de nouveaux produits, mais aussi au profit de l'environnement. Et cet apport technologique-là, il va toucher les 3 cases. Donc, ça va permettre, en termes de technologie, de nouveaux matériaux, d'aller vers de nouveaux produits,
en termes d'hybridation avec la data, d'aller vers des produits qui permettent le service, et en termes de clean tech, d'aller vers des modèles industriels beaucoup plus performants d'un point de vue environnemental. Donc les 3 flèches vertes, à chaque fois, vont irriguer chacun. Le cercle 3 va irriguer l'ensemble du cercle 2 et permettre la réalisation à grande échelle du cercle 1. Alors un exemple, si c'est trop conceptuel, on a pris l'exemple de l'entreprise MFLS. MFLS, c'est une entreprise de la Loire qui fait des grosses scies, vous voyez à gauche. Et en fait, ce qu'ils ont réalisé, ils ont une innovation technologique en rupture, en mettant des pastilles de carbure sur la pointe des scies qui permettent d'allonger la durée de vie d'une scie, de passer d'1 jour à 1 semaine de durée de vie. Seulement en faisant ça, ils ont un outil de maintenance de la scie qui est assez compliqué, et du coup, ça bloque les ventes. Donc, super innovation, en rupture, impact environnemental génial, sauf qu'ils ne peuvent pas vendre de façon usuelle. Donc là, on parle de l'économie de la fonctionnalité. Du coup, ils sont passés à un droit d'usage de la scie plutôt qu'à une vente de la scie. Donc, ça a été ça, le changement de business model, ça a été ça, passer à l'économie de l'usage et derrière, proposer des services. Conception produit, ça a été l'innovation technologique. L'intention initiale, elle n'est pas forcément de sauver la planète. Par contre, elle est de chercher de l'efficience. Et derrière, en termes d'impact, il y a à la fois un impact environnemental, mais il y a aussi création de 50 emplois et un développement de l'entreprise. Donc, on est sur un essaimage intéressant. En termes de modèle industriel, ce qui a dû être adapté, ils sont passés à l'international. Il y a eu besoin de créer des ateliers franchisés et d'entretien au plus proche des clients. Donc là, on passe sur un modèle distribué pour pouvoir soutenir le service. Mais ça a été aussi de réussir à mettre des stocks tampons chez les clients, d'adapter les standards industriels et d'optimiser la logistique de livraison. Donc on voit que tout le modèle industriel, il est repensé en fonction du business model, qui est lui-même pensé en fonction de la conception produit. Qu'est-ce qui a permis d'accélérer? Forcément, l'innovation technologique, mais aussi tout ce qui est pratique et de maintenance préventive. En termes d'écosystème, il y a un gros travail quand on lit les témoignages qui ont été faits avec des clients qui ont été partenaires. Donc sans leurs clients, ils n'auraient pas réussi, mais aussi en termes d'accompagnement de région et d'ADEME en termes de compétences. Donc c'est ce qui permet aujourd'hui sur le secteur du bois d'avoir cette entreprise qui se développe. Et en termes d'agilité d'exécution, ça a transformé le lien entre le commercial et production, parce qu'il a fallu au commercial d'apprendre à vendre de nouvelles choses, aux producteurs de comprendre qu'est-ce que devaient vendre les commerciaux, comment les rassurer sur la gestion des stocks. Donc, il y a eu besoin en fait, de désiloter les organisations pour créer cette offre-là et l'exécuter derrière. Monter en compétences, adaptation des KPIs et voire même adaptation du CRM. Donc, on voit que l'entreprise aussi s'est complètement agilifiée en fait, pour pouvoir délivrer ça. Donc, voilà. Après, vous pouvez vous amuser avec plein d'autres boîtes à essayer de catégoriser ces démarches vers plus de circularité. Voilà, ça c'est pour décrire à peu près l'approche. Derrière, on va rentrer un peu plus plus concrètement dans les leviers et comment faut faire. Donc déjà, pour démarrer cette approche-là, la première chose à faire, c'est de regarder l'ensemble de sa chaîne de valeur pour comprendre son empreinte environnementale. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la plupart des entreprises qui prennent ce sujet-là, elles se limitent souvent à la recherche d'un optimum local qui est le cœur d'usine. Donc, c'est le schéma qui est représenté. Vous avez ce qu'on appelle chaîne de valeur. Nous, ça va du gisement à gauche jusqu'à la fin de vie à droite, et ça passe par tout ce qui est amont, donc sous-traitance, transport. Il y a le cœur d'usine qui est voilà, quand on vient fabriquer, etc. Et ensuite, l'aval en termes de continuer la transformation, la distribution et l'usage qu'a le client. Parce que l'usage qu'a le client peut aussi générer du CO2, du déchet au-delà de la fin de vie. Alors pourquoi il faut considérer toute la chaîne de valeur? Si on prend l'exemple des gaz à effet de serre, il y a la notion de scope 1, 2 et scope 3. Il y a la définition qui est écrite là, mais le scope 1 et 2, pour faire simple, c'est les émissions directes et indirectes qui sont liées au cœur d'usine, et le scope 3, c'est ce qui va prendre en compte les émissions liées à l'amont et à l'aval. Et quand on regarde une étude qui a été faite en 2015, qui montrait que le scope 3 amont représentait 3 à 4 fois les émissions du scope de cœur d'usine. Donc, ne se concentrer que sur le cœur d'usine, c'est prendre qu'un bout du sujet. Et si on regarde l'automobile, le scope 3 global représente plus de 98% des émissions. Donc, en fait, si on prend, donc il y a 2% qui sont liés à la fabrication de voitures,
il y a 75% qui est lié à l'usage de la voiture qui vient, du coup, avec les pots d'échappement qui polluent. Et le reste est sur l'amont. Donc, si une entreprise communique et travaille que sur son scope 1 et 2, on est dans une vraie limite d'impact en termes d'empreinte environnementale. Greg, on peut peut-être rajouter qu'effectivement, pour l'industrie des machines, de manière générale, et pour l'industrie agroalimentaire, les chiffres que tu donnes de 98% des émissions sur le scope 1, 2, sur le scope 3, pardon, est vérifié. C'est-à-dire que dans l'agro-food et dans l'industrie des machines, c'est généralement le scope 3 qui correspond à 95-98% de l'impact. OK. Donc, c'est vrai pour d'autres secteurs. Du coup, la première étape d'analyse de chaîne de valeur, elle doit amener derrière donc, ce même schéma-là, mais qu'on rend circulaire. Donc, on doit pouvoir construire cette vision-là. Et la vision, elle se base pour nous, si on essaie de résumer pour vous donner des clés un peu simples d'approche, sur 4 leviers systémiques qu'on retrouve par rapport à notre approche de tout à l'heure. C'est la construction du système circulaire. Il y a l'éco-conception, la refonte des business models, et les deux qui sont liés en fait au modèle industriel, qui sont la circularité des flux de production et la résilience et distribution de la supply chain. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est quelques exemples. Je vais essayer de faire rapide vu le temps. Quelques exemples sur ces 4 leviers-là. Donc, vous avez, pour vous repérer en haut à gauche, ECC pour éco-conception, BM Business Model, Supply Chain, CFP, circularité des flux de production, pour illustrer chaque levier. Alors, l'éco-conception, on va aller assez vite, mais pour clarifier ou donner un peu les dimensions que ça peut prendre, pour nous, il y a 3 niveaux que peut prendre l'éco-conception, et ces 3 niveaux, comme on l'a vu, sont en lien avec les business models et les modèles industriels. Il y a une éco-conception autour des process qui permettent de chercher des process zéro carbone, zéro déchet. Ça peut aller jusqu'au bâtiment, voire une mutualisation d'infrastructures de process. Il y a une éco-conception qui va être autour du produit, autour de la toxicité des matières utilisées, mais autour du fait de penser en rupture et de se dire qu'un produit ne doit pas générer de déchets, mais plutôt ce qu'on appelle des nutriments pour la biosphère ou des nutriments techniques, ce qui correspond à l'upcycling, c'est de dire que quand on a un déchet, on peut lui donner d'autres usages et en essayant de tendre vers un usage plutôt infini du produit plutôt que ce soit un déchet. Aujourd'hui, le plastique, par exemple, il peut être... il est downcyclé, donc il est sous-cyclé, puisque au fur et à mesure de son utilisation, il perd ses propriétés, et je crois qu'on peut l'utiliser que 2 ou 3 fois, ou recycler 2 ou 3 fois. Donc on n'est pas du tout dans une démarche qui est vertueuse, même si on se dit c'est cool, le plastique c'est recyclé. Il y a aussi une notion de concevoir durable, avec la fiabilité, réparabilité, etc. Mais il y a aussi dans le produit, bien réfléchir à la résilience en termes d'approvisionnement également. C'est-à-dire que quand on choisit des produits, je donnerai un exemple tout à l'heure sur du textile, où il y a un super produit qui est développé, par contre, en Suisse, excuse-moi le banc, mais pour coup, qui est sourcé qui est biosourcé, donc c'est super, mais aux Philippines. Donc, en termes d'empreinte, c'est pas complet, quoi. Et enfin, le dernier point, c'est autour de l'usage. C'est parce que dans l'usage qu'on a des produits, on peut chercher dans le design du produit à augmenter le service que va proposer pour le produit et à essayer de basculer, on verra juste après, vers une économie de la fonctionnalité. Donc tout ça, par exemple, on voit bien, c'est lié au design des modèles industriels, les business models, et c'est quelque chose qu'il faut pas éco-concevoir tout seul dans son coin. Il faut bien le faire de façon systémique avec l'ensemble des clients, des partenaires et du commercial et de l'industriel. Alors, un exemple d'éco-design et upcycling, l'idée, c'est de concevoir bon du premier coup et sans déchets. Alors, on peut penser à la qualité, mais c'est exactement pareil. Alors, à gauche, vous avez l'approche qui est plutôt l'approche classique, c'est qu'on vient plutôt désintoxiquer en fin de chaîne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vient plutôt faire du design to cost, sans trop prendre en compte la dimension environnementale, si ce n'est pour des raisons de conformité réglementaire. Ça, c'est si on n'est pas encore engagé dans l'éco-conception. Et à droite, on vient concevoir propre en amont, dès l'origine du projet. Sachant que 70% des coûts et 80% des impacts environnementaux et sociétaux d'un produit sont déterminés au moment de sa conception. Donc, et on pourrait en dire de même pour la qualité d'un produit. Et donc, à gauche, vous avez l'histoire d'une boîte du textile qui est passée du modèle de gauche au modèle de droite, avec un tissu conventionnel toxique qui générait déjà des chutes qui étaient classées en produits dangereux
et une gestion de production alourdie avec des masques, des processus administratifs complexes et un process de désintoxication coûteux. C'est le filtre environnemental aval. Donc, c'est comme quand on a un mur qualité qui à un moment coûte trop cher et puis on est obligé de se protéger de partout de la non-qualité. C'est à peu près le même principe. À gauche, c'est ce que la transformation qu'a opéré l'entreprise. Il y a un travail de redesign du produit, de reconception produit, avec une analyse vraiment sur les matériaux pour éliminer les produits chimiques toxiques, incorporer des éléments plus positifs, pas mettre d'additifs, biosourcer les matériaux. Par contre, c'était pas local, ce que j'ai juste avant, donc il y a encore un peu ce bémol-là. Et derrière, ce que ça a permis, c'est d'avoir un tissu innovant à innocuité totale, c'est-à-dire qu'on pourrait même le manger d'après les lectures qu'on en a, des réductions de coûts de production. On a un matériau biodégradable, donc les chutes peuvent être réemployées dans l'agriculture, par exemple. Donc on est vraiment dans une logique d'upcycling. Une baisse de l'empreinte carbone dans tout ce qui est consommation et production des matières, et réduction des coûts de production de l'ordre de 20%. Donc ces éléments-là donc c'est des choses qui sont faisables, et derrière, en termes de marque et de chiffre d'affaires, ce textile a représenté jusqu'à un tiers du chiffre d'affaires de cette boîte-là. Donc la conception propre en amont, c'est un des éléments clés en fait de l'éco-conception. Si on regarde ensuite l'approche design to value, c'est ce qui permet en fait quand on regarde le prix d'achat et la qualité ou la valeur qu'on met dans son produit, vous avez en fait des seuils de prix d'achat qui, au bout d'un moment, le cost jetable n'est plus compétitif par rapport à du durable. Donc c'est ce qui permet de vendre de la qualité. Et à un moment, le durable coûte tellement cher parce qu'on a mis tellement de qualité qu'on est plus compétitif par rapport au low cost. À ce moment-là, si vous arrivez à passer à une offre servicielle très forte, vous pouvez passer dans une vente d'un usage ou une plateforme de service qui permet de casser le prix, parce que vous êtes plutôt sur un OPEX que sur un CAPEX en entrée, et ce qui permet de réduire les prix et d'apporter du coup de nouveaux business models. Je vous propose d'accélérer, puisqu'il nous reste une douzaine de minutes. Sur les business models, vous avez une approche ce qu'on appelle nous l'approche Lean Startup à droite, qui, contrairement aux habitudes classiques de faire des études de marché, des protos, un go-to-market avec des forts CAPEX d'investissement qui montent les grosses marches, d'être beaucoup plus itératif, beaucoup plus inclusif aussi avec la user research et d'augmenter la valeur qu'on propose aux clients. Donc, c'est des approches qui sont plus rapides à mettre en œuvre, donc on va plus vite vers son marché, ça coûte moins cher, moins de risques business et avec beaucoup plus d'usage. Sur le côté supply, on est sur l'idée, c'est de fonctionner avec un modèle où on parle d'industrie distribuée, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur une logique où on va faire circuler localement de la matière et faire circuler globalement de l'information. Et donc, c'est ce qu'on appelle distribuer, parce qu'on vient vraiment distribuer son empreinte industrielle près des clients pour réduire les flux de matière entre les différentes parties du globe. Pour ça, il y a des approches dont on avait un peu parlé dans le webinaire sur les approvisionnements, mais de scoring en fait de sa supply et d'être travaillé et en amont et en aval sur des actions qui peuvent être soit faciles si vous arrivez à double sourcer ou trouver des modes de sourcing différents sur l'amont, mais ça peut être aussi assez compliqué si demain vous devez repenser, si vous avez une usine centrale qui dessert plusieurs pays, si vous dépassez à de la micro-usine ou d'autres formes d'usines qui essaiment un peu sur différents pays. Voilà, c'est des processus qui peuvent être longs et qui méritent aussi d'être testés en mode itératif. Enfin, sur la circularité des flux de production, je voulais vous donner un exemple de symbiose industrielle locale. Donc ça, c'est un exemple où vous prenez un site de production avec un grand site de production, plusieurs prestataires qui géraient des déchets de façon complètement décoordonnée, sans vision des coûts complets. Et là, l'idée, ça a été de se dire, donnons-nous un modèle de conversion des déchets, créons en fait un business de conversion des déchets localement entre différents partenaires, grâce à une mobilisation, mise en place de leviers techniques, etc., pour rendre ça rentable. Et mettre en œuvre finalement un système de symbiose où les déchets de l'un deviennent des points d'entrée de l'autre entreprise et on n'est plus dans le jeté, quoi. Et ça nécessite de passer par des grosses phases de concertation entre les différents acteurs, avoir un modèle d'affaires qui soit bien conceptualisé parce qu'il y a souvent des leviers techniques qui peuvent être bloquants ou si on arrive à les craquer, on arrive vraiment à passer à des modèles intéressants. Et derrière, de mettre en place une gouvernance entre différentes entreprises et un pilotage entre différentes entreprises sur ces modèles-là. Donc, c'est des modèles qui ne sont pas simples, qui sont gagnants si on les prend localement, qui sont plus rarement ou plus difficilement possibles à mettre en place si on les prend de façon plus macro sans impliquer les entreprises qui sont concernées.
Est-ce que vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, Robin? Je ne sais pas s'il y a des questions qui peuvent alimenter à ce stade sur l'approche. Non, il n'y a pas eu de nouvelles questions pendant cette partie. D'accord. Je vois que vous êtes actif sur la réponse, c'est super. Donc, je vous propose de passer à la dernière partie. Ce qu'il faut bien retenir, c'est le côté très systémique de tous ces leviers-là. Et ce qui peut faire la différence, c'est par rapport à ce qui est accessible. Enfin, je pense, vous voyez, on n'invente pas des leviers hyper nouveaux. Je pense que, par contre, c'est le côté systémique et l'approche itérative qui peut faire la différence et qui peut permettre de passer à une mise en œuvre. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'outils de diagnostic de bilan carbone, etc., même d'ACV ou autres qui existent, mais ils sont souvent c'est peu compréhensible de la part de l'industriel pour pouvoir être assemblé dans une approche systémique. Je pense que c'est un des facteurs qui est important à retenir de cette partie-là. En termes de mise en œuvre, donc là, en fait, il faut considérer la mise en œuvre comme une approche progressive parce qu'on voit qu'on vient toucher à des éléments de cœur en fait, de l'entreprise, entre la supply, le business model, voire les produits mêmes. Donc, c'est pas... sur certains produits, on peut basculer en 3 mois, sur d'autres, on basculera en 5 ans ou 10 ans si on veut toucher l'ensemble des composantes qu'on a énumérées tout à l'heure. Donc, en fait, il faut se donner un temps et de se dire qu'on va avoir des tactiques progressives pour progressivement... Parce qu'on a toujours de l'impact positif et on a toujours de l'impact négatif. La question, c'est le rapport entre les deux. Même les greenwashers, quand ils communiquent, c'est qu'ils ont fait quelque chose, quoi. Donc, si on a planté quelques arbres, il y a un petit point vert qui monte. Par contre, ils peuvent être très rouges derrière. Donc, la question, c'est comment progressivement on réduit la courbe du bas qui est négative et comment progressivement on augmente la courbe du haut qui est positive. Et comment, c'est peut-être une cible, ou après, en tout cas, comment on adopte un principe et une intention qui est à la fin d'être plus positive que négative. Sans compensation financière. Et c'est ce qui peut différencier, en fait, en termes de visée ou de but, les conformes des pragmatiques et des visionnaires. Les visionnaires vont prendre vraiment les dernières barres où il y en a plus de positifs que de négatifs. Donc, c'est un but qui est fondé plus sur des valeurs et des principes. Mais de faire ça, ça libère complètement les processus d'innovation. Puisqu'on n'est pas en train d'essayer de réduire de X%, on veut être positif. Et ce mouvement-là intellectuel permet de se mettre dans une dynamique qui est beaucoup plus dynamisante et ouverte et embarquante pour les équipes. Et nous, on voit 3 facteurs. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure sur les facteurs d'accélération, on va rapidement parler de ces 3 facteurs-là. Alban, donc il y a l'écosystème et l'ancrage territorial. Alban, tu veux commenter les outils aujourd'hui? Oui, alors ça, c'est des outils qu'on utilise beaucoup, qui sont des outils d'identification des parties prenantes. Donc concrètement, sur l'image de gauche, vous avez les différentes échelles en axe des Y, l'échelle au niveau de l'entreprise, de la zone industrielle, de la région et du pays, voire du monde. Et sur l'axe des X, vous avez les différentes parties du cycle de vie d'un processus, donc le design, l'extraction, la fabrication, etc. L'idée de ces outils, c'est une identification des parties prenantes pour mettre à bien un projet ou une ambition. On travaille avec ces outils en groupe multisectoriel dans une entreprise et on identifie qui sont les parties prenantes. Et puis après, sur chacun de ces parties prenantes, ce qu'on fait, c'est qu'on donne à chacun des jetons de vote pour montrer le pouvoir ou l'influence, le pouvoir ou l'intérêt qu'ont ces différentes parties prenantes sur le projet ou l'ambition. Et du coup, on arrive rapidement à identifier les différentes parties prenantes avec qui il faut s'associer, à qui il faut faire attention. Donc, c'est un jeu de cartes, etc. Et on construit ensemble une vision de l'écosystème. Et à droite, on voit après, on les remet en forme avec les alliés, les opposants. Et ça permet de rapidement identifier un écosystème. Et je pense que de manière générale, lorsqu'on développe une vision, de retravailler un business model, c'est une des premières choses qu'on fait, c'est de travailler l'écosystème pour lui permettre d'être le plus résilient possible face au changement. Voilà. Je vais vous mettre en pièce dans le chat un lien vers des travaux qu'on a pu faire avec ces outils pour aller voir si vous avez envie de creuser un peu.
Super. Le deuxième accélérateur, c'est l'innovation technologique. Donc là, l'idée, c'est on a souvent en tête le big data, le digital, l'impression 3D. L'idée, c'est comment on vient aussi décrire les technologies qui vont, les green technologies, c'est-à-dire celles qui vont être au service de cette mission plus positive de l'entreprise. On peut c'est très challengeable, mais pour faire simple, on peut les catégoriser en 3. Il y a tout ce qui va être digital, qui va jouer sur l'efficience des processus, parce qu'on pourra mieux mesurer, mieux piloter, mais aussi sur les produits pour permettre un usage et pas être obligé de vendre, parce que si on veut faire les pneus Michelin, si on ne connecte pas les pneus Michelin et qu'on ne peut pas vendre un nombre d'atterrissages, on est obligé de vendre des pneus, quoi. Il y a les clean tech qui sont vraiment autour des processus ou procédés de fabrication. Donc là, il y a des exemples de biotechnologie d'amibes qui viennent traiter l'eau, par exemple. Enfin, il y a beaucoup d'exemples, mais des processus qui viennent améliorer la transformation du plastique. Donc, il y a toutes ces recherches, ces avancées sur les clean tech qui peuvent être intégrées. Et dernier, on est sur les biomatériaux, en tout cas, qui permettent soit de l'upcycling, donc un recyclage entre guillemets à l'infini, et d'être plus biosourcé, et donc aussi sur la côté gisement, d'être beaucoup plus responsable sur l'extraction et l'utilisation des ressources de la planète. Donc ça, c'est ces familles technologies. L'idée, c'est de regarder dans l'analyse de la chaîne de valeur où est-ce qu'il y a besoin de dégouloter le système pour pouvoir avoir de l'impact et augmenter l'impact et atteindre l'intention qu'on souhaite au départ. Par contre, dans cette technologie-là, il y a deux problématiques. Soit elles peuvent être rentables ou pas, et elles peuvent être connues, maîtrisées par l'industriel ou pas. Et selon cette matrice-là, vous avez différentes tactiques en fait de roadmap technologique pour soit mettre en œuvre, soit développer des partenariats internes, soit essayer d'optimiser pour rendre rentable. Il y a aussi des pratiques qui sont sur des industriels qui ont des échelles d'investissement d'une dizaine d'années, où on vient mettre un prix interne du carbone, parce qu'à l'instant T, investir sur une lame n'est peut-être pas intéressant vu que le prix du carbone aujourd'hui est bas vu la crise. Par contre, on sait qu'il pourrait dépasser les 100, voire les 200 euros la tonne globalement dans les prochaines années, et que du coup, il faut l'anticiper dès maintenant, puisque dans les 10 ans, on va se prendre cette évolution-là dans les business models pour les entreprises. Donc, le fait de mettre un prix interne du carbone, c'est une façon artificielle mais efficace d'accélérer la transition technologique. Voilà, c'est ce qui permet du coup l'intégration ou se donner une vision technologique long terme où on se dit qu'à 10, 15, voilà, à 10 ans ce qu'on sait faire avec les technologies qu'on a, ou à 5 ans, et on sait qu'on doit chercher tel axe pour les 5, 10, 15 prochaines années. Puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'industriels disent qu'on n'a pas toutes les solutions technologiques pour répondre aux enjeux climatiques. Donc, il y a un vrai enjeu d'innovation autour du sujet. Et le dernier, on est sur l'agilité d'exécution. Il y avait plusieurs questions, j'ai lu rapidement sur le côté, pas forcément libéré, mais à tout du moins horizontal et responsabilisant des organisations. Mais pour nous, en fait, la transformation, elle devient un processus permanent. Et donc, l'entreprise doit être capable d'être dans un mode de transformation sans que ce soit le bazar, sans que ce soit pas assez ambitieux, mais dans le juste niveau de transformation pour tenir un rythme qui soit adapté, et en termes de performance et de pérennité de l'entreprise, mais aussi en termes de pérennité de son impact sur l'environnement et la société. Et donc, vous avez plusieurs axes. Il y a la gouvernance. Managé par la vision et les valeurs, vous allez attirer beaucoup plus de talents que de dire on va faire 5% de réduction des émissions ou on va gérer les déchets de l'usine, ce qui est déjà super bien. Mais cette vision et cette valeur-là, on voit les entreprises qui adoptent ça, elles reçoivent beaucoup plus de CV et les talents restent plus longtemps. Mobiliser les équipes, une gouvernance aussi qui soit agile, c'est-à-dire d'être capable d'à la fois d'avoir des idées qui viennent vers le haut et qui viennent de rupture, mais aussi d'intégrer des idées qui viennent entre guillemets du bas, des équipes qui peuvent. J'ai l'exemple d'un acheteur dans un groupe industriel qui revient de confinement et qui veut passer à déjà ça circulaire plus que durable. Il fait ça de son propre chef. Est-ce que sa direction va écouter ça et va faire que le projet va pouvoir délivrer sur l'intrapreneurship? Il y a tout ce qui est casse-tête de pilotage, décliner vraiment les indicateurs jusqu'au terrain pour être sûr que, comme en performance opérationnelle, l'objectif de la direction, il soit décliné et suivi et il parle au terrain, et il soit actionnable sur le terrain. Avoir des processus qui soient désilotés, donc faire mieux fonctionner les différentes équipes entre elles, réingénierer les modèles opérationnels, être rapide dans l'exécution, donc mettre pas. Il y a des entreprises qui mettent 5 ans à créer un business model, et sur le même business model, il y a des entreprises qui mettent 2 ans. Parce qu'il y a des approches itératives, il y a une intensité, il y a des modes de pilotage qui ont été adaptés, quoi. Et il y a des standards techniques
c'est le quatrième point, qui est de comment on vient démontrer les nouveaux standards techniques et comment on fait d'un standard technique un nouveau standard industriel. Le conteneur, par exemple, c'est devenu un standard industriel. Donc, tout le monde a appliqué du conteneur. Si demain, quelqu'un crée un standard technique qui est vertueux, bon pour l'environnement, comment il en fait un standard industriel pour que tout le monde l'applique? Ça, c'est une des clés aussi. Et tout ça, on voit bien, ça va demander de nouvelles compétences, tant techniques, qui peuvent être internalisées ou se faire en partenariat, mais aussi managériales, de la direction, qui doit pouvoir être capable d'écouter pitcher des gens des équipes sur des sujets sur lesquels il veut s'engager et qui peuvent être pertinents, mais aussi managériales et aussi sur le terrain. Donc, il y a l'ensemble des équipes qui peuvent être embarquées dans un mouvement de transformation aussi de leurs compétences. Voilà, pour conclure et voir si on arrive à prendre quelques questions encore. C'est une petite bibliographie pour poursuivre les réflexions et puis essayer de... En tout cas, c'est des livres qui permettent d'être dans des disruptions par rapport à des modèles de pensée classiques. Donc, il y a la théorie du donut, qui est une autre façon de penser, une nouvelle façon de penser l'économie, et notamment en termes de croissance. Comment on peut rester dans une économie positive qui n'aille pas jusqu'à on refasse tous nos pulls avec nos chèvres dans notre appartement, mais comment on arrive à avoir une autre vision de la croissance qui permette à la fois d'avoir une économie qui soit équilibrée, mais qui respecte les limites de la planète. Donc ça, c'est des concepts qui sont très intéressants à réfléchir, parce que c'est pas facile de sortir d'un modèle où si on fait pas 3% de croissance par an, qu'est-ce qu'on devient? Donc ça, ce livre apporte des clés de réflexion. L'upcycle sur ce qu'on a pu voir sur l'éco-design, vers une écologie industrielle donc ça, c'est par un des pères fondateurs de Sofies, Alban, et qui est sur Enerkman, sur le développement durable et la symbiose entre différents industriels. Et le président de conseil d'administration, le président de notre conseil d'administration, en effet. Voilà. Mais indépendamment de ça, son livre est passionnant. C'est ça qui m'a fait changer de l'industrie vers Sofies, c'est parce que sa vision est très pertinente. Et dans ce livre, il détaille, la symbiose industrielle de Kalundborg, qui est une grosse zone industrielle située au Danemark, une zone portuaire. Et c'est vraiment très, très intéressant. C'est des flux entre différents acteurs économiques qui s'est mis tout seul en place, sans intervention de l'État, et qui a commencé en 1960 et qui continue maintenant. Et c'est vraiment très, très impressionnant. Et c'est très bien documenté. Donc, vraiment un livre que je vous conseille. Et en dernier, le Lean Startup, qui est à l'origine pour du digital, mais que nous, on arrive à transposer sur des startups industrielles et qui font gagner des mois, voire des années en fait de go-to-market avec des produits qui sont beaucoup plus design to value, quoi. Donc, pensez avec la valeur et l'user experience au cœur du design du produit. Et ça aussi, c'est des modes qui sont assez en rupture et donc ces 4 livres permettent une hybridation en fait avec l'industrie que nous on trouve passionnante. Et ce webinaire c'est un peu une première brique, un peu prospective, mais en tout cas, on espère que ça pourra donner des petits. Voilà. Est-ce qu'il reste On est au bout, donc merci à tous et à toutes de votre attention. On a un peu dépassé. S'il reste quelques questions je vois que vous êtes encore une trentaine. On peut en prendre quelques-unes si vous voulez. Je pense qu'il y a une question qui était intéressante, auquel j'ai donné une première réponse, mais ça peut être intéressant d'avoir votre input aussi autour du changement de mentalité et des freins qu'on peut rencontrer. Alors, tu en as parlé un petit peu au début, mais donc, moi, la question qui a été posée, c'est comment est-ce qu'on fait chez nos clients pour changer les mentalités. Moi, j'ai eu un premier niveau de réponse en disant que soit l'ambition et l'intention en fait est déjà là, dans ce cas-là, c'est facile. Si elle n'est pas encore là, chacun des 7 éléments de l'approche GreenOps peut être une clé d'entrée pour expliquer le reste. Et du coup, c'est un peu un travail on va dire, d'éducation ou en tout cas de discussion et de prise de conscience. Après, je sais pas si toi, tu as d'autres éléments sur on va dire, le changement de mentalité. Le changement de mentalité, nous, c'est vrai en général, on nous appelle, donc c'est qu'on a déjà des entreprises qui sont convaincues. Je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises en fait, on peut plus vraiment faire de dichotomie. S'il y a des gens qui sont engagés et de plus en plus de gens sont conscients des problèmes climatiques, on l'est chez soi. Quand on vient dans l'entreprise, on n'a pas laissé sa réflexion au vestiaire, quoi. Et donc, mais la question, elle est plutôt après sur le comment.
moi, je rencontre plus d'entreprises. Je ne vois jamais une entreprise qui me dit je m'en fous de polluer avec mon transport. Par contre, je vois plus d'entreprises qui disent ok, c'est super, mais comment on fait quoi? Et donc, je vois plus d'entreprises soit bloquées, soit frustrées en termes de réglementation parce qu'il y en a qui essayent de se mettre conforme, mais ils voient que tout le monde ne respecte pas et que les règles ne sont pas forcément les mêmes pour tous. Donc, il y a aussi une attente des entreprises vis-à-vis des institutions à être… il y a des gens qui poussent pour augmenter le prix du carbone parce que ça va permettre de faire des investissements beaucoup plus vertueux. Et il y en a d'autres qui le craignent parce que elles ont peur de la transformation que ça va engager. Donc, il y a aussi voilà, une énorme marge de changement de modèle. C'est un modèle linéaire qui date il y a 200, 300 ans. On ne va pas passer comme ça une industrie qui a mis 200 ans à se créer aussi rapidement. Et puis, il y a aussi une question de la demande où le jour où plus personne n'achètera des produits emballés en plastique, où on ne voudra pas acheter mais louer, ce sera… Et ça, c'est des phénomènes qui sont un peu émergents. Donc, c'est plus complexe que juste des entrepreneurs qui sont dans une industrie déjà bien calée et qui doivent en changer, quoi. Okay. Il y avait une question, Robin, autour de l'effet rebond et puis aussi des questions autour de l'impact de ce webinaire, finalement. Je vais relier un peu les deux juste en décrivant en 1 minute la notion d'effet rebond. Donc, l'effet rebond, c'est de dire qu'une nouvelle technologie qu'on considère comme ayant moins d'impact environnemental, au final, aura plus d'impact environnemental parce que son usage sera intensifié. Si on prend par exemple les anciennes télévisions qu'on avait tous dans son salon, tube cathodique, qu'on utilisait un petit peu, c'est transformé en des écrans LED qui consomment peu, mais on en a 4 dans sa maison. On regarde peut-être plus la télé. Donc, finalement, on croit faire une diminution d'impact sur une nouvelle techno, mais au final, l'usage à l'effet, ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est intensifier l'usage de la ressource. Et on peut parler de tout ce qui est autour des nouvelles technologies du digital. Effectivement, ça peut quantifier des effets rebonds importants. Voilà, c'est pour répondre à Frédéric Cauvin-Doumic sur l'effet rebond et je crois à Serge qui parlait de l'outil de Firefox pour quantifier l'impact de ce webinaire. Voilà. Et si on prend Tesla, par exemple, qui se veulent être au cœur de la transition énergétique, typiquement dans leur passage à l'échelle mondiale, ils ont le problème qu'ils sont basés sur des ressources qui sont rares et qu'il faudra changer à un moment. Donc, il y a effectivement le côté rebond multiplication de la technologie où en fait on n'économise pas, comme dit Alban. Et puis il y a aussi le côté rareté de la ressource sur laquelle est fondé le digital, où il y a quelques pourcents des composants d'un iPhone qui sont aujourd'hui recyclables, le reste est perdu, quoi. Donc il y a une vraie question autour de la frugalité et de la conception autour du digital qui peut apparaître comme une solution. Les théories sur le digital va sauver le monde, mais n'empêche qu'aujourd'hui, on n'est pas basé sur des ressources qui permettront de le faire, quoi. Alors, est-ce qu'il reste une question? Je n'ai pas trop suivi toutes les questions. Est-ce que les entreprises doivent se transformer ou faut-il mieux créer de nouvelles entreprises? Moi, à mon sens, il faut des deux. Je pense qu'il y a besoin à la fois de créer de la nouvelle valeur qui va bousculer les industriels traditionnels. Mais il faut aussi que les industries traditionnelles se transforment elles-mêmes. Sinon, en termes de transition, en termes d'emploi, de tissu industriel, il y a quelque chose qui est pas… On ne peut pas switcher de l'un à l'autre. Donc, il y a une transition qui est complexe. Et en fait, on voit souvent des industriels, par exemple, comme Michelin, qui passent sur une vision sur la mobilité durable, par exemple, et qui investissent dans des boîtes qui sont sur l'hydrogène ou sur d'autres technologies pour évoluer. On voit aussi Total qui communique sur le fait que dans les 30 prochaines années, ils veulent devenir un des leaders des énergies renouvelables, tout en restant dans le pétrole, parce qu'il y en aura toujours besoin, mais pas avec une production au-delà de $20 du baril, je crois. C'est-à-dire qu'ils vont être sur du pétrole conventionnel. Ils ne vont pas aller chercher le pétrole plus dur et plus polluant. Donc, c'est une forme de transition sur les 30 prochaines années aussi. On voit mal un Total se dire coûte que coûte, je reste dans le fossile, et puis demain, je me fais disrupter par de renouvelables. Donc, je pense qu'il y aura une double transformation. Voilà.
des disruptions par des startups qui seront essaimées vite, et puis des gros industriels qui progressivement changeront. Il y a une dernière question qui est un peu sur le rôle de l'État, des institutionnels, alors qui est un petit peu posée de manière politique, sachant que ce n'est pas forcément l'enjeu de la discussion de se positionner d'un point de vue politique sur le rôle de l'État en France sur ces sujets. Mais peut-être 2 mots en tout cas sur le rôle des institutionnels. Enfin, d'ailleurs, c'était des acteurs que tu as cités dans ton approche. Oui. Voilà. Moi, mon sentiment, c'est que si on regarde la crise qu'on a, après c'est un sentiment personnel, mais quand on regarde l'ampleur de la crise qu'on a, en fait, ça nous ramène à des crises en termes de chute de PIB ou autres qui sont de l'ordre de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Et ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale, c'était notamment tout ce qui est New Deal aux États-Unis, qui ont transformé complètement les infrastructures avec des échelles d'investissement qui avaient été jamais vues. Mais en 10 ans, ça a transformé les États-Unis, donné les infrastructures dont bon nombre de ces infrastructures sont encore en service aujourd'hui. Aujourd'hui, enfin, on pourrait être dans ce même moment-là avec en gros, ce qu'on peut décider dans la prochaine année pourrait changer les 30 prochaines. Ou alors, ce qu'on décide dans la prochaine année changera les 3 prochaines. Ça, c'est cet inconnu-là. Mais le rôle, en fait, à mon sens, des institutions, c'est de porter cette vision-là, qu'elle soit transformatrice d'emploi et d'industrie plutôt que punitif, quoi. Ça, c'est pas possible. Mais c'est un tournant qu'il pourrait y avoir maintenant et qui est important. Et d'où l'ambition. Et la France toute seule ne peut pas y arriver. On n'est plus comme déjà en 45, ce n'était pas le cas. Mais il y a besoin, à mon sens, d'un Green Deal qui soit fort, qui puisse voir réellement à 2050 et qui ait une vraie ambition et qui progressivement entraîne une transformation profonde de l'industrie. Et c'est ça qui redonnera à l'industrie une vraie compétitivité européenne, en tout cas une vraie compétitivité, un vrai modèle, et devenir ce que j'appelle répétable, c'est-à-dire que créer un nouveau modèle industriel qui puisse être cohérent avec ce qu'on vient de dire depuis 1 heure et qui puisse être ensuite appliqué par d'autres pays qui vont devoir se développer. Parce que penser décroissance en Inde, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Ils ont besoin de se développer économiquement. Donc, avec quel type de modèle industriel? Donc oui, l'État, pour moi, a un rôle très fort à jouer pour donner un cadre qui permette aux entreprises de faire une transformation qui soit accélérée. Je pense qu'il n'y en a plus de questions. Les gens commencent à partir, donc ça doit être le moment de conclure. C'est le moment de clôturer. Écoutez, merci beaucoup. N'hésitez pas alors, je vais mettre en écran. On a à nous joindre par mail ou par téléphone si vous avez d'autres questions, si vous voulez rebondir, réagir. Voilà, on est très ouvert à toutes ces discussions-là. L'important, c'est de partager au maximum ces infos et puis d'essayer d'engager cette transformation que je pense que tout le monde souhaite. Voilà. Merci Alban, merci Robin aussi, à tous les deux. Avec plaisir. Et donc, prochain webinaire, donc mi-juillet, avec le sujet planification agile, et j'espère que vous serez encore nombreux à nous suivre. Merci, très bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.